Cette vidéo, montée avec des documents d'époque, n'entend pas vous conter de façon exhaustive 40 ans d'histoire de la ville de Niort des années 20 aux années 60. Les auteurs ont choisi volontairement de vous offrir une balade à travers le temps, le téléspectateur étant son propre guide. Notre rôle se limite à vous donner des repères de dates, de lieux, d'événements pour que votre promenade soit la plus agréable possible. Ceux qui ont vécu cette période se souviendront et chercheront au hasard d'une image des amis ou eux-mêmes. Ces images ont été tournées à la fin des années 20 et nous permettent d'avoir un regard nostalgique sur les quartiers et environs de Niort il y a 70 ans. Le régiment Chaumette se constitue en unité régulière et prend le numéro de tradition du régiment des Deux-Sèvres, le 114e Héry de la Libération. Il est commandé par le colonel Edmond Proux, alias Chaumette. Le samedi 7 octobre 1944, c'est la présentation à Niort du 1er bataillon du 114e Héry. Sa présentation à la population niortaise est précédée d'un défilé de lycéennes des lycées niortais. C'est tout un symbole de voir ces jeunes filles s'associer lors de cette journée patriotique à leurs camarades masculins, beaucoup à peine plus âgés qu'elles, qui les jours suivants iront combattre sur le front de la Poche de La Rochelle, où malheureusement un trop grand nombre d'entre eux seront tués ou blessés lors des combats. Leur sacrifice est honoré chaque année à Courson, le dimanche qui jouxte le 1er mars. À la suite du cortège de ces jeunes filles, le 1er bataillon du 114e Héry. Le sous-lieutenant Gauthier précède l'état-major du bataillon, émanant des secteurs 5 et 7 des FFI, formation armée secrète et FDPF de la région niortaise. Commandant du bataillon Perrault, capitaine Béguier Vignonne, lieutenant Fradin, sous-lieutenant Salé, Lacour, Grisoni, Jabot, Chailloux, Pillot. Viennent ensuite la première compagnie issue des triangles 21 et 32 de l'armée secrète, capitaine Faure, Mondon, lieutenant Mailloux, Boineau, Péjot, Baudouin. La deuxième compagnie issue des triangles 21 et 32 de l'armée secrète, capitaine Eugène, lieutenant Marguerite Dijean, aspirant à Pérou, Aille, Brière, Marguerite Marcel. À noter dans cette compagnie le sergent Paul Aille, fils de l'aspirant précédemment cité. La troisième compagnie, formation FTPF, Lapsy, Secondigny, Coulonges, capitaine Martineau, Gaudry, lieutenant Penet, Dadillou, sous-lieutenant Monet,
Marchou, Corbin. La 4e compagnie, formation FTPF, La Salle Mondière et Niort. Capitaine Laplanche, lieutenant Massonneau, sous-lieutenant Bleuze, Gendreau, Gibaud, Moissillot, Poncelet. À noter que cette formation FTPF du Niortais était sous la responsabilité de Émile Trouvé, alias commandant Philippe. Citons enfin la CAB1, Triangle 31 de l'armée secrète, groupe Lambert, capitaine Arnaud, lieutenant Grillon et son fils. L'effectif du bataillon est de 752 hommes, 33 officiers, 103 sous-officiers, 69 caporaux, 547 soldats. L'effectif du régiment est de 2833 hommes, 159 officiers, 369 sous-officiers, 2305 soldats. Après un deuxième passage devant les Niortais, se terminera la présentation à Niort du 114e hérite de la Libération. Nous vous présenterons à la suite une série de photos du régiment opérationnel ou en occupation en Allemagne. Nous sommes le 8 mai 1945. Un grand défilé militaire avec harmonie, scouts et pompiers est organisé du haut de la Brèche, coin du Grand Café et rue Victor Hugo. Une foule nombreuse était présente ce jour-là pour les saluer. Sur la Sèvre, l'écluse de Sainte-Liguère permettait, par sa retenue d'eau, la pratique de sports nautiques, où de nombreux Niortais, petits et grands, s'y retrouvaient pour admirer les compétiteurs.
1946. Après-guerre, de nombreuses fêtes sont réorganisées, notamment cette cavalcade rue Victor Hugo, où une foule nombreuse était présente pour admirer cavaliers, chars et autres grosses têtes. Huitième étape, Angers-Niort, 181 km. Ils ne sont plus que 100 à reprendre la route. Dès le 13e kilomètre, Débat s'enfuit, entraînant Darnaud Guilhem dans sa roue. 3 fois de suite, les deux coureurs renouvelleront leur tentative, mais ils sont finalement débordés par un groupe dynamique. Bobet est un des héros de cette fin de course, ainsi que Stan Hawkers. À Niort, le quatuor de tête devance de très peu le gros peloton et le sprint revient à l'Italien Magni. 9e étape, Niort-Bordeaux, 206 km. De nombreuses tentatives de fuite animent la première partie de la course. Dans toutes ces échappées... Niort est l'une des villes de France qui peuvent s'enorgueillir à juste titre de leurs édifices civils et de leurs églises. Celle de Niort compte parmi les plus beaux monuments historiques de notre patrimoine. Cette cité au passé si riche et où l'amour des traditions est si fort vient pourtant d'innover dans un domaine essentiellement traditionnaliste. Cette année, pour la première fois en France, les élèves catholiques des lycées de garçons et de jeunes filles de Niort ont fait leur première communion solennelle en tenue blanche uniforme. Cette décision avait été prise en commun accord par l'association des parents et par l'aumônerie. Même robe blanche très simple, sans aucun ornement, et même voile pour les jeunes filles. Aube avec capuche et grosse cordelière pour les garçons. Cette simplicité et cette uniformité réalisent enfin le vœu de nombreuses familles chrétiennes qui voulaient ramener la cérémonie de la communion à son essence, à sa pureté spirituelle et à son dépouillement originel. L'aumônier Ferrier, promoteur de cette petite révolution, dans laquelle il voit seulement une rénovation, un retour aux origines, pense qu'en symbolisant ainsi l'égalité de tous devant Dieu, cet uniforme immaculé contribuera à écarter des esprits les sentiments de jalousie ou de vanité, incompatibles avec la pureté de ce beau jour. Il
est de fait que la cérémonie solennelle de la communion à Niort a revêtu cette année un caractère particulièrement émouvant. Rarement, assemblée de jeunes communiants aura baigné dans une atmosphère de pureté et de recueillement plus intense. Souhaitons que l'innovation de Niort se répande et se développe dans le monde catholique, car elle répond sans conteste à une prise de conscience mieux éclairée de ce que sont les sacrements et de ce que doit être l'égalité et la fraternité chrétienne. Toujours dans les années 50, le rugby à Niort est une institution. Chaque dimanche où l'équipe joue à domicile, toutes les tribunes et places du stade sont louées.
le rugby a vécu grâce à ses nombreux supporters et membres actifs. Un petit tour d'horizon de ceux-ci peut vous rappeler bien des souvenirs, en commençant bien sûr par l'incontournable Dr Lafitte aux petits soins pour ses joueurs. Les discussions vont bon train place Saint-Jean au bar de Monsieur Richard. Monsieur Caillet, adjoint au maire. Nous apercevons Monsieur Émile Dufresne, professeur au lycée Fontane et à qui nous devons ces images. Monsieur Troissia, joueur au stade. Docteur Dumont. Monsieur Doulin, directeur de la Nouvelle République. Monsieur Sadoun, propriétaire du bar Le Lutetia. Monsieur Julien Longat et son épouse, accompagnés de Monsieur Albona. Monsieur Barthélemy, directeur des établissements du Quesnoy. Monsieur René Gaillard, professeur d'éducation physique et futur maire de Niort. Le docteur Richard rentrant chez lui. Monsieur Jean Pinault, président de la Chambre de commerce. Monsieur Jean Pommier. Le sport à Niort dans les années 50 était très prisé. Ici, nous voyons un match de volley organisé sur le terrain du lycée Fontane, avec comme entraîneur de l'équipe Michel Constantin, aujourd'hui acteur reconnu.
Toujours dans les années 50, nous sommes à l'entrée du lycée Fontane où nombre d'étudiants et d'étudiantes attendent l'heure fatidique pour plancher sur une épreuve du bac. Nous pouvons y retrouver l'ambiance de l'époque, par ces bureaux en bois où chacun trouvera sa place attitrée pour affronter l'examen. Quand on parle de Niort, il est impossible de ne pas faire allusion à l'industrie qui a marqué la ville. En effet, depuis le Moyen-Âge, Niort est le siège d'une activité de transformation du cuir. Chamoiserie et ganterie constituaient la pièce maîtresse de l'industrie niortaise et de nombreuses familles y ont travaillé. Ce petit film, tourné il y a 40 ans à la Chamoisière de Sainte-Liguère, nous donne un aperçu de cette activité à la fois difficile mais ô combien importante pour tous ceux qui ont participé à son expansion.
En parlant des chamoiseries, il est tout aussi impossible de ne pas penser aux chamois niortais que l'on voit ici jouer sur l'ancien terrain de foot de Niort. Ce club, créé en 1923 par M. Joseph Boineau, a réussi sa montée en première division en 87-88. Actuellement, il est supporté activement par le COP de la Venise verte. Ce film, tourné dans les années 50, permettra aux plus passionnés de reconnaître joueurs et entraîneurs. Dans la belle campagne niortaise, au charme doux et un peu sauvage. Le travail de la terre reprend. Les vaches, productrices du bon lait, sont à nouveau dans les herbages. Après avoir goûté le calme de cette campagne, le voyageur ne peut manquer de s'arrêter à Niort. Niort, à la physionomie souriante, que dominent les flèches altières de ses églises et dont le donjon et le pilori témoignent d'un riche passé. Mais quelle est cette activité sur la place de la Brèche ? Chaque année, depuis plus de 30 ans, la phare exposition de Niort se prépare fiévreusement à ouvrir ses portes. Une dernière toilette et... 3 coups du lever de rideau, la 28e foire exposition du Poitou, de l'Aunis, de la Saintonge et du Centre-Ouest est ouverte. Les officiels arrivent et se dirigent vers la tribune installée devant le commissariat de la foire. Le sénateur maire de Niort souhaite la bienvenue à son Excellence Monsieur le baron van Botselaer, ambassadeur des Pays-Bas en France. Les Pays-Bas ont en effet prêté leur concours à cette manifestation qui chaque année organise une exposition spéciale à caractère documentaire, instructif et attractif. Après le message du gouvernement, dont le représentant du secrétaire d'État à l'industrie, au commerce et l'interprète, la visite de la foire par le cortège officiel commence.
officielle terminée, les visiteurs commencent à pénétrer dans l'enceinte de la foire. Située au centre d'une vaste région de culture et d'élevage, la foire de Niort devait faire une large part à l'agriculture. Le visiteur remarque en premier lieu l'importance du matériel agricole et du matériel de laiterie qui sont présentés par les plus grandes marques françaises et étrangères. Tracteurs, motoculteurs, matériel de battage, moissonneuse-batteuse, remorques, matériel moderne d'installation de ferme, aliments pour bestiaux, et salles de traite modernes attirent l'attention de la population rurale. De Niort, foire agricole, est aussi celle de l'artisanat, du commerce et de l'industrie. Dans ses rues et ses allées, où la ligne droite domine, les activités les plus diverses s'y rencontrent. Cette variété lui donne un attrait certain. Artisans des conditions de la vie et du confort moderne, les grandes marques et les productions locales ou régionales d'appareils domestiques exposent en grand nombre. Du choix parmi une vaste gamme de merveilleuses machines à faire le froid, qui ne sont plus aujourd'hui un luxe, mais presque une nécessité. Appareils qui cuisent et qui chauffent avec une perfection technique chaque jour plus grande. Machines à laver qui feront bientôt des anciens jours de lessive un souvenir désuet. Articles de ménage et électrodomestiques qui libèrent nos modernes ménagères des servitudes d'autrefois. Un foyer, comme ceux qui veulent renouveler un cadre ancien, s'arrêtent volontiers devant les stands de meubles, où la ligne rivalise avec le confort. Ceux qui rêvent de découvrir des horizons nouveaux peuvent choisir entre cycles, motos, scooters ou automobiles, des plus petites aux plus grandes. Un des attraits particuliers de la foire de Niort est son palais de l'alimentation. Palais de verdure et de plein air, où le public aime à se promener en dégustant les spécialités de la région et les crus renommés à l'ombre des marronniers en fleurs.
comme chaque année, la foire de Niort offre à ses visiteurs un large programme distractif. Les merveilleux musiciens robots, patronnés par le comité de la Croix-Rouge française, et les groupes folkloriques de diverses provinces attirent une grande foule au podium du Jardin de la Brèche. L'accueil de Niort, comme celui du département des Deux-Sèvres en général, fut délirant. Sur la place de la Brèche, le président se vit en présence d'une véritable mer humaine.